Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Ministère de l'Intérieur, Sciences et Beaux-Arts, circulaire numéro 18, Paris, le 25 avril 1821. Messieurs, depuis quelques années, nous sommes témoins de refroidissements sensibles dans l'atmosphère, de variations subites dans les saisons et d'ouragans ou d'inondations extraordinaires auxquelles la France semble devenir de plus en plus sujette. On l'attribue en partie au déboisement des montagnes, au défrichement des forêts, au défaut d'abri qu'éprouvent nos campagnes et à l'absence des obstacles naturels qui s'opposaient jadis au vent et aux nuages, et du nord et de l'ouest. Les mêmes causes produiraient les mêmes effets dans toute l'Europe, et ces phénomènes seraient dignes de fixer partout l'attention. Ces maux ne seraient pas sans remède, et il serait important que, particulièrement en France, on prit des mesures pour écarter les inconvénients, les malheurs dont le principe aurait été reconnu. Cet extrait est issu de la première enquête officielle sur le changement climatique en France, datée de 1821. Vous l'aurez compris, cette semaine, nous parlons d'histoire chez Basilic. Alors, à quelle date les premières manifestations écolos ont-elles eu lieu ? Quels étaient les combats des siècles derniers ? Contre quel type de pollution les peuples militaient-ils ? Et enfin, quelles ont été les avancées scientifiques de ces 3 derniers siècles ? Toutes ces questions trouvent une réponse dans l'excellentissime ouvrage « Une histoire des luttes pour l'environnement » paru aux éditions textuelles l'année dernière. Au micro aujourd'hui, je reçois Steve Agimon, l'un des co-auteurs de ce que j'appelle désormais la Bible des écolos. Allez, je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Steve Agimon, je suis maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin. J'ai travaillé sur l'histoire du tourisme et de la protection de la nature depuis la fin du XVIIIe siècle. Et donc effectivement, on a coécrit cet ouvrage à 4 avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, qui est une collègue de l'université de Saint-Quentin en Yvelines, qui est donc professeure en histoire contemporaine elle aussi, qui est plutôt spécialiste des médias. Charles-François Mathis, qui est lui plutôt spécialiste de la Grande-Bretagne et des mobilisations pour la protection de la nature, contre les pollutions, pour la défense des paysages, et puis également spécialiste des questions énergétiques, plutôt sur la Grande-Bretagne, et qui est professeur à Paris 1. Et puis Alexis Vrignon, qui est spécialiste, lui, également historien, qui est aujourd'hui maître de conférence à l'Université d'Orléans, et qui est spécialiste des mobilisations, enfin plutôt de l'écologie politique, de l'écologie politique partisane qui s'est structurée depuis les années 1970 en France. Et comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage ensemble ? Alors, l'idée est venue dans un dialogue avec les éditrices qui ont fait un gros travail, les éditrices de textuels, qui nous ont sollicités puisqu'elles avaient envie d'entendre parler, d'en savoir un petit peu plus sur ces questions de lutte environnementale dans le contexte actuel qui est évidemment marqué par une succession de luttes autour de l'environnement. Donc elles nous ont sollicité et on avait travaillé ensemble déjà tous les 4, donc ce qui a largement facilité le travail. Mais il y a vraiment une envie des éditrices qui ont vu qu'il n'y avait pas effectivement de synthèse sur cette thématique-là en France et qui, en raison de leurs préoccupations très citoyennes, très personnelles, avaient envie de voir un tel livre exister. C'est un très bel ouvrage qui est très bien illustré aussi. Il y a un beau travail iconographique qui a été réalisé. C'est pour ça qu'on peut l'identifier, je trouve, à un manuel. On a beaucoup de cartes, beaucoup de reproductions. C'est vraiment très riche. Et vous avez choisi de faire sans focus, si je ne me trompe pas. Donc vraiment de choisir sans date clé, sans événement clé. Pas uniquement en France, il y a vraiment une vision globale autant que possible.
On a essayé, alors pour les illustrations, vous faites bien de le souligner, puisqu'il y a eu un formidable travail de Caroline Pochois, qui nous a accompagnés tout au long de la rédaction de l'ouvrage et qui nous a proposé énormément d'illustrations. Elle nous a ensuite laissé choisir, mais elle a fait vraiment un travail extraordinaire. Et Caroline Pochois pour la mise en page aussi, puisqu'il y a eu un gros travail de mise en page. Effectivement, sans focus, avec l'idée de prendre un événement pour illustrer des phénomènes, des contestations, des débats plus larges. Pourquoi 100 disons le chiffre tombait rond et on s'est vite rendu compte qu'on aurait pu faire beaucoup plus que 100 focus sur la période, et puis on aurait pu commencer plus tôt et évidemment aussi finir plus tard. On s'arrête en l'an 2000 avec la proposition par le chimiste Paul Crutzen du concept d'anthropocène, pour désigner cet âge où les humains seraient devenus la principale force de transformation de la Terre. Mais voilà, évidemment, depuis les années 2000, il y aurait matière à faire encore peut-être même plusieurs ouvrages. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain travail. On ne l'a pas précisé, mais donc c'est un ouvrage qui balaie 3 siècles, du XVIIIe au XXe siècle. Le début de l'ouvrage, je ne vais pas spoiler, c'est dans les premières pages, il y a un focus sur Jean-Jacques Rousseau. Je trouvais ça assez intéressant de commencer l'épisode en parlant, puisque vous expliquez en fait qu'à l'époque, on pouvait identifier 2 discours assez distincts, celui d'une vision assez providentialiste, où les éléments naturels deviennent des ressources potentielles pour les humains, mais aussi des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau qui, eux, mettaient plutôt en garde face à une exploitation un peu irraisonnée de la nature. C'était pas le seul à s'en inquiéter, mais vous soulignez son travail. Qu'est-ce qu'on peut lire dans ses écrits de l'époque ? Oui, alors effectivement, Jean-Jacques Rousseau, il y aura aussi Bernardin de Saint-Pierre, juste après Rousseau, qui se situe dans cette mouvance, disons, pré-romantique d'un souci pour la nature, d'un souci, disons, de relationnel vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une vision instrumentale qui se cristallise à ce moment-là, pendant ce XVIIIe siècle, chez d'autres Lumières, pour mettre en avant les relations indispensables entre cette nature et les humains, et pour montrer la nature comme le résultat les résultats des structures sociales, enfin disons des sociétés. Et surtout, quelqu'un comme Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, plus tard Humboldt et d'autres, mettent en avant, par exemple, dans les rêveries d'un promeneur solitaire ou dans la Nouvelle Héloïse, mettent en avant un rapport contemplatif, admiratif, passionnel et non pas simplement raisonné, froid, scientifique à la nature, mais un rapport beaucoup plus émotionnel à cette nature. Et donc c'est lui que vous avez choisi comme point de départ pour votre ouvrage. J'imagine que c'est pas anodin. Oui, voilà, c'est pas anodin, puisque évidemment dans ses écrits, il y a une autre vision de la nature que cette vision instrumentale qui se distingue, une autre vision qui aurait pu être celle qui aurait été engagée par les sociétés suite à la Révolution française. Mais c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Non, j'ai noté une autre date qui m'a beaucoup surprise, c'est celle de 1824 avec la protection animale en Grande-Bretagne. Ça m'a surprise parce que la protection animale, c'est un sujet clivant, en tout cas c'est un sujet dont on s'empare, je vois bien, c'est des échanges que j'ai avec les auditeurs et les auditrices de Basilic, c'est un sujet qui passionne. Et dès 1824, en Grande-Bretagne, on a commencé à s'en préoccuper et à s'y intéresser. Effectivement, en 1824, en fait, les années 1820, et puis il y a une jeunesse plus ancienne, mais donc 1824, c'est la création de la Société royale de prévention contre les cruautés faites aux animaux, qui va avoir une société parente en France en 1845, la SPA, Société de protection des animaux. Donc cette société qui est plutôt lancée par la bonne société britannique, par l'aristocratie britannique, qui se soucie des violences faites aux animaux, en particulier dans les espaces publics, et pour être encore plus précis, les violences faites aux animaux par les catégories populaires. Et il y a derrière cette création une certaine vision de la moralité, une ambition de moraliser les comportements populaires, tout en, d'un autre côté, en excusant les pratiques d'exploitation des animaux qui pouvaient être faites, par exemple, par les grands éleveurs britanniques. L'aristocratie était
britanniques étaient investis dans l'élevage, ou voilà, d'autres pratiques comme la chasse à courre qui ne sont évidemment pas dénoncées. On va retrouver même des pratiquants de la chasse à courre dans cette société. Donc il y a vraiment derrière une vision de classe. Ce sont les pauvres qui se comportent mal avec les animaux, qui ont des comportements abjects dans l'espace public, et il faut en finir avec ça pour éviter une dérive de la société vers la violence. Quel type de violence était visé alors ? Alors les exemples types, ce sont ceux des cochers qui pouvaient maltraiter les chevaux dans l'espace public, dans la rue, pour les faire avancer. C'était évidemment la protection animale, mais il y a des enjeux sociétaux derrière. C'est ce que vous expliquez en fait à travers votre ouvrage. À chaque fois, vous essayez de remettre en perspective un événement face à ce qui se passait à l'époque dans la société. Vous présentez aussi la forêt de Fontainebleau, qui a été l'un des premiers espaces protégés au monde. Là encore, c'est surprenant, c'est quelque chose qu'on ignore quand on parle de la forêt de Fontainebleau, que je pense tous les Français et toutes les Françaises connaissent. Oui, alors, donc c'est pas le premier, mais c'est un des premiers. Effectivement, il y a des précédents aux États-Unis autour de la protection du périmètre de Hot Springs, par exemple. Puis, ce qui se passe autour des premières réserves naturelles aux États-Unis, des premières réserves de chasse en Europe. Mais il y a effectivement en 1861 la décision par Napoléon III de classer comme réserve artistique 1000 hectares de la forêt de Fontainebleau. Alors, d'où vient ce classement ? Ça vient de mobilisation depuis les années 1830. Mobilisation d'abord d'un peintre, Théodore Rousseau, qui est un des fondateurs de l'école de Barbizon, qui s'inquiète de la destruction, qui a fui Paris, où il n'était pas reconnu, où sa peinture ne pouvait pas s'exprimer. Il était en rupture avec l'académisme. Théodore Rousseau va s'installer auprès de la forêt de Fontainebleau, peindre sur le motif dans la forêt de Fontainebleau, et puis se rendre compte qu'il y a des grands projets d'aménagement, de transformation de la forêt, pour éliminer la vieille forêt, assez peu productive, avec beaucoup d'arbres morts, transformer cette vieille forêt en une plantation rationalisée qui permettrait de fournir en bois la France en pleine croissance économique et en pleine urbanisation. L'urbanisation de Paris, la croissance de Paris, a besoin d'énormément de bois. Et puis le bois est aussi utilisé pour faire fonctionner, par exemple, la métallurgie, qui est encore beaucoup au bois en France à ce moment-là. Donc voilà, ces enjeux économiques, Théodore Rousseau va essayer de se mobiliser. Il va par exemple lui-même aller détruire des plantations. Donc voilà, une sorte d'action directe dans les années 1830. Et puis il va mobiliser autour de lui la jeune garde des peintres français qui vient s'installer du côté de Barbizon. Fontainebleau, c'est un espace de nature proche de Paris, donc il y a aussi la bonne société parisienne qui se rend dans cette forêt et qui va être sensibilisée par ces peintres, et également par Dénécourt qui est celui qui aménage la forêt, qui crée ces sentiers qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc cette bonne société va être sensibilisée au projet de transformation de la forêt, et progressivement les pouvoirs publics vont être obligés de tenir compte de cette mobilisation des peintres et puis d'une partie de la bonne société pour protéger une partie de la forêt, une petite partie, 1000 hectares sur 17 000, donc c'est pas grand-chose. Donc là, les luttes vont continuer après le classement de 1861 pour aboutir finalement au classement de plusieurs milliers d'hectares au début du XXe siècle, avec cette fois des forestiers, des personnes de l'administration des eaux et forêts qui vont rejoindre le camp des défenseurs de la forêt. Aujourd'hui, c'est toujours un espace protégé ? C'est toujours un espace protégé. Alors il y a divers classements. Il y a ça fait partie des périmètres des parcs naturels régionaux, avec des protections assez faibles. Ce sont des zones Natura 2000. Enfin, je dis puisqu'il y a aussi la forêt de Rambouillet, forêt voisine, très grande également, qui rentre un peu dans la même mouvance. Mais cette forêt a été affectée par les grands projets d'aménagement de l'après 1945, en particulier par les autoroutes, autoroutes qui tranchent la forêt, qui coupent la forêt en deux, en des espaces totalement séparés aujourd'hui. La faune ne peut plus circuler entre les deux parts de la forêt. Et on voit aussi la quantité de routes qu'il peut y avoir dans cette forêt malgré la protection. Oui, c'est plus une forêt dense et remplie de faune, ça je vous l'accorde. Ce qui est intéressant avec ce que vous expliquez, c'est que c'est là encore partie d'une mobilisation citoyenne, et c'est ce qu'on observe au final dans votre ouvrage, c'est que quand même beaucoup des événements que vous avez retranscrits, vous les avez intitulés des luttes pour l'environnement, et ça vient d'un mouvement de mobilisation
du peuple, de la société civile qui veut protéger un espace, qui veut protéger, là je pense aux Calanques de Marseille, c'est un peu plus tard, mais voilà, vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Et c'est intéressant parce qu'on est, je trouve, aujourd'hui en 2022, à un tournant où on perd un peu espoir, on se dit que parfois manifester, c'est pas forcément utile, se battre, c'est pas forcément utile, et en lisant votre ouvrage, je trouve qu'on peut reprendre un peu espoir. Oui, effectivement, hein, cet ouvrage, enfin, les cas qui sont présentés montrent que les luttes sont absolument indispensables pour éviter certains phénomènes qui sont jugés négativement, enfin en tout cas pour éviter certaines destructions. Des luttes qui, alors on montre un certain nombre de luttes victorieuses, il y a également beaucoup de luttes qui ont échoué. Mais on peut se dire que sans ces luttes, la situation aurait pu être pire encore. Donc oui, il y a vraiment, ce livre met en avant le fait que sans mobilisation, sans lutte, eh bien, il ne se passera rien. Enfin, on ne changera pas la trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui sans mobilisation, qui peuvent prendre tout un tas de formes. Et je pense que chacun peut trouver une mobilisation qui lui plaira, mais pour celles et ceux qui sont préoccupés, en tout cas par la situation écologique et climatique actuelle, je crois qu'il y a dans ce livre un réservoir d'exemples et de motivation pour agir aujourd'hui. Je suis bien d'accord, ça fait du bien de le lire. Il y a aussi en parallèle de ces luttes des événements plus scientifiques, des découvertes scientifiques. J'avais noté là dans mes notes par exemple l'influence humaine sur l'effet de serre. Voilà, vous mettez aussi en parallèle pour qu'on comprenne en fait au fil de la lecture comment ça a évolué, les découvertes qui ont été faites. Et ça c'était important j'imagine d'associer le scientifique avec les luttes plus... de la société civile. Oui, effectivement, c'est très important de comprendre l'horizon, le champ de connaissances et d'expérience des acteurs du temps, puisque évidemment, par exemple, c'était très difficile pour des acteurs du début du 19e siècle de lutter contre la potentialité d'un réchauffement climatique, puisque l'effet de serre lui-même était inconnu. Donc il y a des mobilisations qui étaient impossibles tout simplement parce qu'il n'y avait pas les connaissances. Donc c'était important, effectivement, de resituer l'évolution des connaissances, et en particulier par rapport aux débats actuels qui sont beaucoup focalisé sur la question du changement climatique. Donc voir comment cette question climatique était apparue au cours de ces 2 à 3 derniers siècles. Donc sur les très grandes lignes, on s'inquiète du changement du climat en fait dès le XVIIIe siècle. On s'en inquiète pas forcément d'ailleurs au départ, enfin c'est variable selon les auteurs, mais on imagine en tout cas que l'humanité a la capacité de transformer le climat des régions du globe, en particulier par l'action sur les forêts. Les forêts sont vues, et très fortement au XIXe siècle, même s'il y a des racines plus anciennes, les forêts sont vues comme bien les lieux de régulation du climat terrestre. Et donc il y a tout un tas de conflits et de débats autour des forêts au XIXe siècle, où là encore on retrouverait une certaine vision aussi de classe, où on accuse les plus pauvres d'être à l'origine des déforestations, quand bien même les plus vastes transformations des forêts mondiales, liées à la colonisation et à l'industrialisation, sont occasionnées par plutôt les élites industrielles et économiques du XIXe siècle. Mais il y a une accusation assez systématique des plus pauvres. Donc avec des fils qu'on pourrait tirer jusqu'à nos jours. Et donc c'est plutôt à la fin du 19e siècle, avec des jalons tout au long du 19e siècle, mais c'est à la fin du 19e siècle qu'il y a Svante Arrhenius, qui est un chimiste suédois, qui va émettre l'hypothèse, qui va relier la concentration de CO2 dans l'atmosphère aux variations du climat. On découvre aussi au 19e siècle, c'est vraiment au 19e siècle qu'on découvre ça, qu'il y a eu que le climat de la Terre n'a pas toujours été le même, ce qu'on ignorait auparavant. Enfin, il y avait d'autres théories, il y avait une théorie du refroidissement continu de la Terre par exemple, et puis on se rend compte en fait qu'il y a eu des glaciations passées, jusqu'à assez récemment, jusqu'à 10-12 000 ans. Et donc, on ne sait pas trop les expliquer. Puis Svante Arrhenius va, à la fin du 19e siècle, relier ça à la concentration de CO2 dans l'air. Il va également émettre l'hypothèse qu'avec l'industrialisation, avec la combustion de charbon massive au 19e siècle, donc par la Grande-Bretagne, par l'Europe en général, par les États-Unis, bien cette combustion de charbon, cette émission de CO2 dans l'atmosphère, va être capable de transformer le climat, de le réchauffer. Et lui, à ce moment-là, il s'en réjouit. Et comment sont accueillies ces découvertes scientifiques à l'époque ?
Alors, évidemment, il y a un temps de latence entre le moment où il y a ces découvertes, qui sont des hypothèses, hein, puisque ce que disent Ventarenus, en fait, il se trompe légèrement. Mais bon, les grandes idées sont là. Enfin, il a raison sur le phénomène qu'il décrit, mais bon, les calculs qu'il peut faire sont en partie erronés. Mais donc, il y a un temps de latence entre le moment où ces théories apparaissent et puis le moment où elles vont arriver dans le grand public. La dangerosité du réchauffement climatique, les scientifiques qui travaillent là-dessus en sont convaincus dès les années 1950. Pour le grand public, c'est quelque chose qui va arriver vraiment aux oreilles du grand public plutôt dans les années 1970, voire 1980. Depuis les années 1980, voilà, il y a un consensus scientifique fort et les médias ont commencé à en parler. Mais donc auparavant, ce sont des questions qui sont plutôt peu connues du grand public, qui sont connues d'un certain nombre de grandes entreprises par contre, mais pas forcément du grand public. Grandes entreprises qui ne se mobilisent pas pour endiguer... Bon oui, effectivement, oui, c'était une perche, mais oui, les grandes entreprises qui vont plutôt se mobiliser pour d'abord nier cette dangerosité des émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d'énergie fossile. Donc les groupes de charbon et puis les groupes pétroliers qui deviennent de plus en plus puissants après 1945. Et donc ces groupes qui vont avoir des résultats scientifiques très solides, en particulier dans les années 1970. Exxon va même financer à la fin des années 1970 des travaux de pointe sur le réchauffement climatique et la capacité d'absorption du CO2 par les océans, pour être sûr des modélisations climatiques qui commençaient à émerger. Exxon va avoir des résultats très sérieux entre les mains, avec des scientifiques et une maison qui travaillent là-dessus, qui produisent des choses sérieuses, qui publient dans des revues scientifiques. Et puis Exxon va changer de stratégie à partir des années 80, lorsqu'ils ont tous les éléments en main pour savoir qu'il y a bien un réchauffement climatique qui risque d'arriver et qui risque d'être désastreux. Même s'il est limité à 2 degrés, on présage déjà des effets désastreux. Eh bien, Exxon va financer plutôt le climato-scepticisme à partir de la fin des années 1980. Donc, c'est des choses qui sont bien connues maintenant par des historiens, grâce aux travaux d'historiens américains et grâce à des procès qui ont eu lieu dans les années 2000 aux États-Unis. Et donc, c'est tout ce mécanisme de fabrique du doute qui a été assez généralisé dans les grandes entreprises du monde entier dès que leurs intérêts ont été menacés par des risques de réglementation environnementale, écologique. Eh bien, les grandes entreprises se sont mobilisées pour essayer de semer le trouble et d'éviter les réglementations. C'était encore le cas il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus quel scandale a éclaté sur le sujet. Oui, il y a eu un article qui est sorti l'an passé sur Total, sur l'action de Total. Total était a été moins, a eu moins d'efficacité qu'Exxon, a été dans la mouvance d'Exxon, a suivi Exxon, mais Total est devenu depuis les années 2000-2010 une des entreprises championnes pour faire croire qu'elle agit pour le climat, alors que évidemment ces activités sont extrêmement néfastes pour le climat. Bien sûr. J'avais noté aussi, je l'évoquais tout à l'heure, la mobilisation citoyenne dans les calanques de Port-Miou. Alors là, en l'occurrence, vous le disiez, dans certains cas, il y a des mobilisations qui n'ont pas un effet immédiat, qui n'ont pas l'effet escompté. C'est le cas de cette mobilisation. Néanmoins, je trouvais que ça pouvait être intéressant de l'évoquer justement et de l'expliquer aux auditeurs et aux auditrices. Oui, alors c'est là qu'on voit qu'aucune mobilisation n'est réellement vaine. Enfin, même si elle échoue sur le moment, on ne sait pas ce que ça peut produire sur la longue durée. Ça crée des collectifs, ça crée des avertissements pour les autorités, pour les entreprises qui savent que si elles recommencent, elles vont avoir affaire à un mouvement qui peut potentiellement devenir dangereux pour elles, pour leurs intérêts. Donc effectivement, Port-Miou, une entreprise belge, s'installe à la fin des années 1890 dans cette calanque à Cassis. Et donc crée une carrière de calcaire où elle va broyer le calcaire pour fournir les usines de soude de Marseille, en lien avec le savon de Marseille. Dans les années 1900, et donc avec une grande manifestation en 1910 qui réunit plusieurs milliers de personnes à Port-Miou dans la Calanque, eh bien, la Société des excursionnistes marseillais, donc des randonneurs, un certain nombre de scientifiques, les félibriges, donc autour de Frédéric Mistral, c'est-à-dire ceux qui remettent à ce moment-là en avant la culture provençale, occitane, les pêcheurs,
en fait, qui voient leur milieu de travail détruit par la carrière, hein, puisque les fonds marins dans la Calanque sont perturbés par les activités de la carrière qui rejettent les déchets dans l'eau et donc détruit la faune sous-marine. Voilà, cette coalition, donc très finalement bigarrée d'un point de vue social, avec des membres de la bonne société marseillaise et puis des gens vraiment issus des milieux populaires, va se mobiliser pour essayer de faire reculer l'entreprise. Ils vont rater. On est dans un moment où, de toute façon, il y a besoin. Enfin, l'industrie est quasiment toute puissante. Il y a très peu de projets industriels qui vraiment sont empêchés. Il y a une connivence entre les autorités publiques et puis les industriels parce qu'il y a un besoin, pense-t-on, d'industrialiser la France. On est en pleine rivalité internationale aussi. Donc, voilà, les mobilisations écologiques sont un petit peu balayées par ce contexte de compétition internationale, d'impérialisme international. Mais donc cette mobilisation échoue, mais elle va permettre quand même de faire classer peu à peu l'ensemble des calanques jusqu'à ce que toute la région soit classée en 1975 et puis ça débouche même sur le parc national des Calanques en 2012. Voilà, cette carrière, elle continue son activité jusqu'aux années 1980 et aujourd'hui encore on peut voir la trace de ses activités dans le paysage. Tout à fait. Et aujourd'hui encore, il y a des mobilisations dans les calanques, puisque récemment, c'était pour la protection de la faune, pour empêcher les bateaux de venir trop nombreux au mouillage. Et certaines calanques ont d'ailleurs été fermées cet été. Donc là encore, c'est intéressant de voir qu'on avait les premiers jalons en fait, dès 1910 et qu'aujourd'hui, en 2022, ça continue. J'avais noté, alors ça c'est plus un petit clin d'œil pour les auditeurs et les auditrices, mais en 1912, la naissance de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO dont j'ai parlé dans beaucoup d'épisodes, mais voilà, je ne savais pas que ça avait été créé en 1912, c'est quand même assez ancien. Ensuite, justement sur le travail iconographique de votre collègue, on peut retrouver dans l'ouvrage des affiches, notamment de mobilisation pour lutter contre les pesticides, en limiter leur usage dès 1950-1960. Et là, je trouve vraiment que l'iconographie de cet ouvrage apporte quelque chose de supplémentaire. On voit les dessins qui étaient faits, on voit les affiches, on voit le phrasé aussi, c'est hyper intéressant. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que oui, ça rend concret. C'est pas seulement lire nos propos, c'est aussi voir que oui, il y a des traces concrètes de ces luttes passées et de ces polémiques passées. Pas longtemps après ces mobilisations contre les pesticides, il y a aussi les premières mobilisations contre les antennes relais. Alors là, en l'occurrence, c'est l'antenne relais qui est située sur la montagne de la Sainte-Baume et loin d'habitation. Donc les préoccupations sont avant tout esthétiques, c'est-à-dire que la Sainte-Baume, qui est un espace sacralisé depuis le Moyen-Âge, donc avec une histoire particulière, une forêt de la Sainte-Baume qui est une forêt exceptionnelle en milieu méditerranéen, qui a été l'objet de mobilisation pour la défendre dès le 19e siècle contre des aménagements forestiers, voilà, de mise en coupe réglée de cette forêt. Donc il y a une ancienneté dans le massif de la Sainte-Baume de mobilisation pour défendre ce massif exceptionnel. Ce serait le lieu de refuge de Marie-Madeleine. Enfin, il y a vraiment toute une histoire à la fois sacrée, enfin religieuse, et puis après esthétique et un attachement vraiment qui s'est forgé entre les populations du sud-est de la France et ce massif. Et donc en 1969, effectivement, il y a un projet d'antenne relais, un moment de multiplication des antennes, vraiment de quadrillage du territoire par des antennes relais. Et donc la mobilisation qui s'opère pour éviter l'altération de ce paysage, de cette montagne, est victorieuse, là aussi. Et d'un point de vue connaissances scientifiques, quelles étaient les connaissances scientifiques de l'époque ? Là, c'était vraiment, leur lutte était uniquement esthétique, mais est-ce qu'il y a eu à d'autres moments des luttes contre des antennes relais à proximité d'habitation dès cette époque-là ? Alors là vous me posez en partie une colle. Il me semble que les inquiétudes liées aux ondes, en fait, je ne saurais pas dire exactement de quand datent les inquiétudes liées aux ondes. Alors, sachant qu'il y a des grosses... c'est un sujet qui est extrêmement controversé, qui est très... qui est en fait... Il est quasiment impossible de trancher scientifiquement sur la dangerosité des ondes. Il y a tout un tas d'autres problèmes en fait, qui font qu'on peut lutter contre des antennes, qu'on peut lutter contre la 5G, mais l'argument sanitaire est un argument extrêmement fragile, qu'il faut user avec précaution. Donc je ne saurais pas dire en tout cas de quand date cette inquiétude autour des ondes. J'aurais tendance à dire que c'est les années 1960-1970, justement au moment où se multiplient ces ondes. Il y a des inquiétudes plus anciennes autour des effets des lignes à haute tension,
qui sont accusés d'avoir des effets sur les troupeaux, d'avoir des effets sur, de causer des maux de tête ou des malformations. Donc ça, on a des mobilisations qui commencent avec la généralisation de l'électricité dans les années 1930, des polémiques. Mais là, effectivement, vu qu'on n'a pas de preuves scientifiques, c'est aussi différent. Par la suite, il y a une date clé que j'imagine la plupart des auditeurs et des auditrices connaissent. C'est 1972, le rapport Meadows. J'aurais bien aimé que vous nous en parliez brièvement, même si j'invite les auditeurs et les auditrices à écouter un épisode de Sismic, un autre podcast qui parle d'écologie, consacré à ce sujet qui est passionnant. Oui, alors, rapport Meadows qui est un peu un jalon important, donc on a fêté le cinquantenaire. Alors, ce rapport, pour essayer d'être bref, il est commandé par le Club de Rome, le Club de Rome, c'est une sorte de think tank, mais qui regroupe des industriels, des personnalités de la haute fonction publique européenne et états-uniennes, des anciennes personnalités politiques, des personnalités politiques tout simplement. Et donc il commande à un groupe de jeunes chercheurs du MIT un rapport sur les limites planétaires, sur les limites de la croissance. Voilà, pour essayer de voir si la croissance, on est dans une période de très forte croissance, si cette croissance est durable ou non, peut durer ou non, ou s'il faut peut-être prévoir un après-croissance. Donc ces scientifiques, dirigés par les époux Donella et Denis Meadows, ces scientifiques vont compulser un certain nombre de données, vont profiter de la puissance fournie par les ordinateurs. C'est un peu l'un des grands jalons de la modélisation par ordinateur pour essayer de prévoir, d'anticiper le futur. Donc ils vont prendre des données depuis 1900 autour de l'évolution de la population, l'évolution de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, l'évolution de la consommation alimentaire, l'évolution de l'usage de pesticides. Ils prennent tout un tas de données sur la longue durée et ils projettent dans l'avenir. En fait, ils les mettent en relation, ils essayent de calculer comment ces variables interagissent entre elles, et puis ils projettent cela vers l'avenir, et ils se rendent compte que dans tous les modèles, donc ce soit des modèles qui sont basés sur un saut technologique qui permettrait par exemple de résoudre la question des pollutions, mais dans tous les modèles, en fait, il y a un effondrement quelque part au XXIe siècle. Ils n'avancent pas de date, contrairement à ce qui a pu être dit après. Ils n'avancent pas de date, ils disent juste que ce modèle est intenable compte tenu des limites planétaires, compte tenu du fait qu'il y a des ressources limitées sur Terre. Eh bien, il va arriver un moment où si la croissance continue, il y aura un effondrement. Le système ne pourra pas tenir. Alors aujourd'hui, ils parlent plutôt, ces auteurs du rapport Meadows, ils parlent plutôt de plusieurs effondrements localisés, d'une série d'effondrements. Donc là, évidemment, on pourrait relier ça à tout ce qui est en train de se passer dans l'actualité, même si rien n'est écrit, encore une fois. Donc voilà, et ils disent aussi que plus on agira tôt, plus on pourra éviter cet effondrement ou ces effondrements, et que plus on agira tard, plus les dynamiques seront irréversibles, et donc plus on aura de difficultés à sauver la situation. Donc ils prônent à ce moment-là, en disant que une croissance infinie dans un monde aux ressources finies est impossible, eh bien ils prônent une croissance zéro, voilà, avec une réflexion sur une répartition plus égalitaire, plus juste, plus équitable, du moins, des richesses à l'échelle terrestre. Voilà. Et ils pensent que il faut en finir avec la croissance à partir des années 1970. C'est pas là encore, ils n'ont pas été écoutés. Je me permets juste d'en dire deux mots là-dessus, c'est-à-dire que le rapport a un retentissement mondial. Tout le monde en parle quand il est publié. Il est publié par une des plus grandes universités mondiales, par le Club de Rome qui a une certaine renommée et qui a les moyens de diffuser le rapport. Il est commenté à toutes les échelles. Certains comme Sico Mansholt, qui a été une personnalité politique dominante aux Pays-Bas, et qui a été surtout un des promoteurs de la modernisation agricole dans le cadre de la politique agricole commune à l'échelle européenne. Sico Mansholt, voyant ce rapport, fait un mea culpa en quelque sorte et dit qu'il faut réfléchir à une croissance zéro, à engager les sociétés vers une croissance zéro. On est dans ce contexte donc où il commence à se passer des choses, il commence à se passer des choses. Mais évidemment, dans un contexte où la guerre froide n'est pas finie, et puis dans un contexte aussi où tout un tas d'autres économistes, en particulier autour de Milton Friedman, de Hayek,
de William Nordhaus, qui a une grande carrière, qui va même finir prix Nobel d'économie, eh bien, tout un tas de personnalités vont critiquer le rapport et dire qu'en fait, ce rapport se trompe complètement, qu'il sous-estime la capacité des sociétés à innover comme elles ont toujours su faire. Et qu'en gros, si on laisse faire la croissance économique, l'économie saura résoudre d'elle-même les problèmes engendrés par la croissance. Ce qui, 50 ans après, évidemment, ne s'est pas vérifié. Et donc le retentissement de ce rapport s'essouffle en fait, et après on n'y fait plus tellement référence. Il continue à faire référence, mais dans les milieux écologistes. Beaucoup moins dans le reste de la société, jusqu'aux années 2000-2010, où à nouveau la question écologique et la question du réchauffement climatique, avec les premiers effets sensibles de ce réchauffement climatique depuis les années 2000, eh bien, font que le rapport remonte à la surface. Est-ce qu'il y a eu d'autres rapports comme ça qui ont fait un très gros retentissement au moment où ils ont été publiés, et qui puis finalement ça s'est évanoui, ça s'est un peu essoufflé? On pourrait voir tous les rapports qu'il y a eu à partir des années 70, en particulier par les grands scientifiques, les climatologues aux États-Unis, ailleurs dans le monde, qui ont pu avertir les autorités du danger que représentait un changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. On a ces rapports, on a des présentations donc à la Maison-Blanche, à la NASA qui se saisit du sujet dès les années 1980. On a les dirigeants mondiaux qui, dans les années 1980, ont toutes les cartes en main pour agir. Ils vont dans ce contexte-là impulser, donc dans le cadre de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la météorologie, l'Organisation météorologique mondiale, impulser le GIEC, un groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, donc lancé en 1988, qui montre qu'à ce moment-là, en fait, les gouvernements veulent savoir ce qui s'annonce et comment on pourrait empêcher le pire. Depuis donc 1992, il y a des rapports du GIEC qui sont chaque fois de plus en plus alarmistes, de plus en plus solides aussi, qui avertissent qu'on se dirige vers des trajectoires climatiques absolument désastreuses. Et malgré cela, il n'y a pas de changement de trajectoire. Il y a un chiffre qui est absolument terrifiant, et qui sera peut-être encore plus terrifiant pour les générations à venir, c'est que malgré tout ce qu'on savait dans les années 80, dès les années 70-80, depuis 1990, on a émis 60% de nos émissions historiques de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que si on prend le total d'émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine depuis 1750, on en a mis 60% depuis 1990. Là-dedans, l'Occident, puisqu'on pourrait dire oui, c'est la Chine, c'est l'Inde, là-dedans, donc l'Occident, les États-Unis, le Japon et l'Europe sont responsables de 40 à 50% de ces émissions depuis 1990, alors même que ce n'est que 10% de la population mondiale. J'avais en tête ces chiffres également, qui ne sont pas forcément réjouissants, mais qui invitent à se mobiliser. C'était aussi l'objet de cet épisode. Merci pour ces précisions sur le rapport Meadows, qui est, je pense, l'un des rapports les plus connus lorsqu'on parle d'écologie et de dérèglement climatique. Bien évidemment, vous poursuivez dans votre ouvrage, puisque l'ouvrage s'arrête à la fin du XXe siècle, au XXe siècle. Donc évidemment, il y a d'autres luttes qui ont été mises en avant, que je n'ai pas reprises ici dans cet épisode. J'ai noté quand même, juste après le rapport Meadows, les guérillas jardinières et la désobéissance civile, qui, c'était aussi à l'époque un moyen de résister, ça l'est toujours. Et ça revient même sûrement un peu plus qu'avant. Voilà, et j'ai terminé mon épisode, et la dernière date clé que j'ai notée, c'est celle de 1974, avec le premier candidat écologiste à la présidentielle, René Dumont. Je trouvais que c'était intéressant d'observer que c'était en 1974, donc finalement assez tard, par rapport à toutes les connaissances et les savoirs qu'on avait, si on en suit ce qu'on peut lire dans votre ouvrage. C'est assez tard qu'un homme politique se présente en étant estampillé écologiste. Oui, alors en plus, il n'est pas homme politique, c'est un ingénieur agronome de formation. D'ailleurs, lui-même, qui était convaincu de la modernisation agricole lorsqu'il a
pendant une large partie de sa carrière, et puis qui a fait une sorte de mea culpa dans les années 1970 lui aussi. Et donc oui, effectivement, René Dumont dont la campagne qui réussit à faire vraiment de l'environnement une question politique, c'est-à-dire une question qui doit être au cœur de nos réflexions sur les façons de faire société. Donc il faut attendre les années 1970 effectivement pour qu'il y ait que l'environnement accède au rang de sujet politique à part entière. Auparavant, c'était dilué parmi d'autres choses, ça n'avait pas le statut tout à fait conscient de sujet politique. Et là, même de sujet politique central. Est-ce que auparavant, c'était un sujet conscient, mais plutôt à l'échelle locale ? Est-ce que d'un point de vue politique, à l'échelle locale, on retrouvait quand même ces engagements ? Alors oui, mais sans le terme, c'est-à-dire que au XIXe siècle, par exemple, les municipalités s'occupent énormément d'espaces verts, se préoccupent dans l'aménagement des villes de ménager des espaces verts parce qu'on attribue aux arbres des qualités prophylactiques pour éviter les maladies, pour renouveler l'air. Et donc, en fait, on aurait des politiques à dimension écologique au XIXe siècle, mais en même temps, ça n'a pas de caractère systématique. C'est-à-dire que il y a très peu de municipalités qui vont, par exemple, résister à l'installation d'une usine dans la ville, quand bien même cette usine aurait des effets négatifs. Et là, c'est plutôt les citoyens eux-mêmes, enfin les citoyens, disons pour le 19e siècle, les citoyens eux-mêmes qui s'inquiètent des effets de ces usines sur leur santé et qui vont se mobiliser par des manifestations et très souvent aussi devant la justice. Parce que contrairement à des a priori, en France, la justice, il y a des justices de paix qui sont des justices de proximité, qui sont beaucoup plus faciles à saisir au 19e siècle que ne le sont aujourd'hui les instances juridiques pour nous. Très intéressant, merci beaucoup. Je pourrais continuer à discuter de cet ouvrage pendant des heures. On pourra peut-être faire un épisode 2 si celui-ci plaît aux auditeurs et aux auditrices. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous et merci d'avoir rédigé un tel ouvrage parce que, je le répète, c'est vraiment une bible en matière d'écologie. Un grand merci pour l'invitation et pour cette discussion. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.